Bonjour, je m'appelle Alexandre Wanashkar et je suis professeur agrégé à l'Université Waterloo ainsi que le co-directeur de réseau. Et c'est moi qui est responsable pour les publications, comme l'indiquait Stéphanie Van Latke ce matin. Alors, je suis très ravi d'être modérateur de cet excellent panel. Ce panel-ci porte sur l'affaiblissement de l'ordre international. Après tout, si nous présumons que Donald Trump va gagner, il y aura de nouveaux défis par rapport au cadre institutionnel international qui définit l'ordre international actuel et ça sera plus difficile que ce qu'on a déjà vu jusqu'à date. Donc, il va falloir qu'on se pose plusieurs questions qui demeurent pertinentes. Peu importe qui va gagner les élections du mois de novembre, les problèmes demeurent pareils. Quelles sont les conséquences d'une victoire de Trump, peu importe la victoire de Biden? Alors, pour explorer ce sujet, on a un très bon panel. Euh, debout, j'ai Arthur Butalis. Il est conseiller senior à l'International Peace Institute et il enseigne aussi à l'Université Columbia. Heidi Hart est professeure agrégée de sciences politiques à l'Université de Californie, Irvine, et auteur de NATO's Lessons in Crisis, Institutional Memory in International Organization. Et puis Natasha Hritskov est ancienne coordonnatrice du groupe d'experts des Nations Unies sur la Somalie. Alors, ce que je propose que nous faisons pour ce panel, c'est que chaque personne parle pendant de plus ou moins 10 minutes. Après leurs interventions, je poserai des questions à chaque personne. Ensuite, j'ouvrirai la discussion à tout le monde. Alors, ceci est mon plan. Donc, Arthur, la parole est à vous. Thanks Alexander, merci au réseau aussi pour l'invitation. Comme on a l'opportunité de s'exprimer en français et que je ne l'ai pas beaucoup et que je suis franco-américain, je vais faire la présentation en français. Euh, alors, on ne peut pas envisager les élections américaines et l'impact qu'elles auront potentiellement euh, sur le multilatéralisme sans mettre un peu de contexte. Donc, je vais essayer de faire ça. Rapidement, en peut-être rappelant quelques tendances lourdes que moi j'observe de là où je suis actuellement à New York. Euh, Ensuite, peut-être rappeler un petit peu enfin, ma vision de ce qu'a été l'impact de Trump 1, puisque c'est comme ça qu'on l'a dit jusqu'à aujourd'hui, et Biden 1, comme ça on ne s'exprime pas sur la sortie des élections. Et puis ensuite, enfin, rapidement, j'essaierai de faire un peu ce que David appelle la poésie, ce qui est un beaucoup plus joli mot que la prospective sur ce qui pourrait se passer et l'impact que ça pourrait avoir. Alors, sur les tendances lourdes, bon, ce qu'on observe depuis déjà plus d'une dizaine d'années, hein, c'est vraiment depuis. Bon, il y a des cycles, hein. On a entendu parler de la guerre en Irak 2003. Bon, le dernier cycle, je pense, c'est 2011 avec la Libye, la Syrie, etc. Une détérioration des relations au sein du Conseil de sécurité, beaucoup plus tendue avec la Crimée ensuite 2014. Euh, et ce qu'on voit, c'est que bon, il y a des divisions, le Conseil est de plus en plus grippé. Et pourtant, jusqu'à 2018, il arrivait à compartimentaliser les questions, comme dit Richard Cohen, et ça continuait malgré tout à fonctionner. Depuis 2018, on pourrait y revenir. Moi, c'est là que je place à peu près un tournant où de plus en plus, en fait, tous les dossiers sont contaminés, y compris les opérations de paix et d'autres dossiers. Euh, Cela dit, les États continuent à se rencontrer, continuent à travailler au sein du Conseil. L'autre tendance lourde liée un peu à ce phénomène-là, c'est l'affirmation grandissante des membres élus du Conseil, ce qu'on appelle les E10 en anglais, notamment justement du fait des blocages sur la Syrie.
avec alors là, je vais avoir du mal, je vais faire du franglais, la Cross-Border Resolution, donc sur la humanitaire, pilotée en 2012 et ensuite qui a généré une nouvelle dynamique avec des membres élus beaucoup plus actifs, à la fois sur des dossiers thématiques, mais aussi sur des dossiers pays, comme on dit, autour de ça. Et ça aussi, c'est intéressant en termes de changement des dynamiques. Mais surtout, en fait, si on parle des tendances lourdes, moi, de ce que j'observe à l'ONU depuis une dizaine d'années, c'est avant tout, et je pense que c'est intéressant aussi de regarder la question des États-Unis à cette aune-là, c'est avant tout la montée en puissance de la Chine, en fait. C'est ça. C'est ça qui définit, en fait, les changements, en fait, dans le système multilatéral. La quote-part de la Chine qui passe de 1% en 2000, aujourd'hui à plus de 15%, qui est donc deuxième derrière les États-Unis, mais c'est aussi la Chine influente à l'Assemblée générale avec le G77 plus la Chine et une influence grandissante, accélérée en fait pendant les années Trump, mais qui est de toute façon une tendance lourde avec une Chine influente, avec une stratégie d'influence à tous les niveaux. Et c'est assez unique. En fait, c'est un des seuls États membres qui vraiment est capable de jouer sur tous les piliers de l'ONU, dans tous les domaines, et qui en plus adopte des stratégies d'influence inspirées beaucoup par celles qui ont été celles des Occidentaux pendant très longtemps. Ensuite, bien sûr, il y a l'Ukraine, qui, l'invasion de l'Ukraine, qui là, bien sûr, change la donne, mais qui, en fait, renforce, je pense, des tendances de fond. Alors bon, ce qui change, c'est que bon, c'est l'implication d'un P5, mais là aussi, une montée en puissance de l'Assemblée générale qui essaye, en fait, de se présenter comme une venue alternative, même si, bien sûr, on n'est pas sur les mêmes, pas sur les mêmes domaines de contraintes. Ensuite, si on regarde un peu les leçons, quand on ne sait pas où on va, il faut regarder d'où on vient. Si on regarde un peu ce qui s'est passé pendant les années Trump et ensuite pendant les années Biden. En fait, moi, j'ai tendance à donner une image assez nuancée, en fait, parce qu'il y a plus de continuité dans la politique étrangère américaine et dans l'engagement à l'ONU que de rupture. Alors, bien sûr, l'administration Trump en 2017 est arrivée avec une rhétorique tonitruante. Il fallait couper 40% du budget, etc. Vous vous souvenez de Nikki Haley qui aujourd'hui écrit des messages d'amour sur les bombes à Gaza. Elle est arrivée en menaçant les États membres de prendre les noms de ceux qui ne voteraient pas selon les instructions américaines, etc. Au final, les États-Unis, pour différentes raisons, on peut y revenir, n'ont pas vraiment obtenu ce qu'ils voulaient à l'ONU. Il y a eu quand même pas mal de contre-courants. Ils se sont bien sûr retirés de certains forums. Ils ont coupé les financements pour notamment tout ce qui était reproductive health, etc. Mais à ce moment-là, les puissances moyennes, et ça qui est intéressant, avaient pu compenser un certain nombre des effets négatifs de l'administration Trump. Ça, c'est peut-être une vraie question à l'aune de ce qui pourrait se passer si Trump repassait en novembre. C'est est-ce qu'aujourd'hui, avec le changement de l'environnement international et notamment les Européens dont les financements vont beaucoup plus à l'Ukraine qu'aux questions de consolidation de la paix, est-ce que les Européens seraient en capacité, et le Canada d'ailleurs, en capacité vraiment de compenser des coupes de financement? Il y avait aussi eu un certain nombre d'initiatives voilà, pour essayer de contrer le narratif. Il y avait eu un rôle important du troisième ONU, et ça peut être intéressant d'y revenir, justement, des universitaires, des think tanks, qui jouent un rôle essentiel encore hein, dans les politiques d'influence, notamment pour les puissances moyennes à l'ONU. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, malgré toute la rhétorique du début, Trump avait quand même trouvé un intérêt à l'ONU. Je crois que ça lui plaisait assez, la tribune qu'il avait pu trouver, même sur les dossiers comme la Corée du Nord, les États-Unis avaient réussi à faire avancer leur politique et avaient trouvé une utilité à ce moment-là. Donc, je pense que tout n'est pas non plus, non plus perdu. À l'inverse, Biden, c'est l'inverse. Ils sont revenus avec une rhétorique pareille, tonitruante. L'ambassadrice Linda Thomas-Greenfield, qui avait dit America is back, multilateralism is back et diplomacy is back. Et en effet,
Au début, c'était vraiment une politique pour essayer de regagner de la crédibilité. Il y a eu des initiatives très fortes. On attendait beaucoup, notamment les propositions qu'elle allait être faites par les États-Unis, qui avaient été promises sur une réforme du Conseil de sécurité. Il y a eu tout un engagement sur le financement des opérations africaines, peut-être tu y reviendras, avec la résolution 2719 qui est passée, qui est quand même énorme en termes de réalisation. Bien sûr, les États-Unis ont rejoint le Conseil sur les droits de l'homme, etc., le traité climat, l'OMS, où Trump avait menacé de se retirer à la fin. Mais au final, en fait, malgré tout ça, malgré tous ces appels de pied, en fait, cette espèce d'offensive de charme américaine vis-à-vis des pays du Sud, hein, si on veut faire simple, en fait, Gaza a complètement anéanti, et la position américaine sur Gaza a complètement en fait anéanti tout ce travail de fond qui avait été fait au début de l'administration Biden pour contrer en fait la Chine et la Russie. On l'a entendu tout à l'heure, notamment l'influence grandissante de la Russie en Afrique. Alors maintenant, où est-ce que ça nous laisse et puis la Russie, donc, qui en fait, utilise bien sûr les positions des États-Unis et notamment les vétos sur Gaza pour accuser les États-Unis de double standards, euh, deux poids, deux mesures en bon français, comme on l'a vu. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous laisse pour les scénarios possibles, la poésie? Bon, là, j'étais à New York hier dans plein de discussions. À vrai dire, on est encore un peu dans le déni, j'ai l'impression, hein. Il n'y a pas vraiment autant à en discuter en marge à l'OTAN. C'est vraiment déjà, voilà, tout le monde se préoccupe d'un retour possible de Trump. À New York, tout le monde est encore voilà, dans les questions de Gaza, les discussions sur le pacte du futur, donc l'Assemblée générale de septembre. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait prédire. Alors bien sûr, les États-Unis, certainement, si Trump repassait, ressortirait de l'accord climat, du Conseil des droits de l'homme. Certainement, la rhétorique trumpienne offenserait de nouveau les États les États du Sud. Je pense qu'on peut dire au revoir à la résolution 2719 sur le financement des opérations africaines. Ça, c'est assez prédictible. Ce qui est moins prédictible, et ça joue beaucoup, c'est la personnalité, en fait, de l'ambassadeur ou l'ambassadrice qui sera nommé. Et ça joue beaucoup, comme on l'a vu avec Nikki Haley, qui finalement a été un moindre mal en fait, dans la relation. Et Gutiérrez a investi un temps énorme sur la première année, mais à travers la relation personnelle, il avait aussi pris un conseiller américain proche de Trump, c'est quelque chose que c'est pas forcément connu, dans son bureau au 38e étage, etc., avait réussi à travers les relations personnelles en fait, à modérer un peu les ardeurs. Ça, c'est une grande question. Est-ce que Trump va nommer Ivanka comme ambassadrice à l'ONU? Ça pourrait être entertaining. C'était d'ailleurs un des noms hein, qui circulait à la fin de Trump 1. Mais je pense que dans tous les cas, il ne faut aussi pas perdre de vue qu'il y a des tendances lourdes là aussi de rétrécissement de l'espace pour l'ONU sur les questions paix et sécurité, de perte de pertinence. Et je pense que ça serait une erreur à la fois de se concentrer trop en fait, sur l'impact des États-Unis. Je pense qu'il faut aussi aller voir au-delà de ça. Je pense qu'il faut réfléchir aux questions qui, toutes choses étant par ailleurs égales et peu importe Trump ou pas, en fait, nécessiteront toujours des discussions globales. Les pandémies, les climats, il y a un certain nombre de sujets qui restent pertinents, peu importe la position des États-Unis. Et puis, je pense qu'il faut aussi réfléchir là encore sur le long terme, comme le font les Chinois. Et au-delà de ça, 2028, les élections suivantes. Voilà. Merci. Je veux remercier d'avoir donné un bon contexte global pour situer notre discussion. Alors, Heidi? À tous, vous pouvez m'entendre, non? Oui, super. Donc, merci pour l'occasion d'être ici avec vous. Je pars un peu des implications stratégiques, mais je pars peut-être plus sur le sujet de l'OTAN, juste parce que ça, c'est ma domaine d'expertise. Oui, certainement, on a entendu beaucoup aujourd'hui l'importance des institutions internationales. On vient d'entendre un peu les implications stratégiques de l'ONU. Mais il est important juste de se rappeler que les institutions internationales qu'on a aujourd'hui, comme l'OTAN, comme l'ONU, comme l'OMC, sont les produits de 2 guerres mondiales et beaucoup, beaucoup de négociations à travers des dizaines. Elles ne sont pas parfaites.
ma recherche et mes entretiens avec des centaines des officiels, compris la recherche que nous avons fait, on sait qu'elles ne sont pas parfaites. Elles ont les problèmes de l'efficacité, de l'adaptation, de changement, d'apprentissage, etc. Mais en même temps, comme on a entendu un peu plus tôt aujourd'hui, c'était peut-être la meilleure chose qu'on a aujourd'hui pour protéger les normes internationales et surtout de toutes ces normes internationales, surtout la norme de non-intervention. L'invasion russe de l'Ukraine a tellement tout menacé. Pourtant, comme nous avons entendu aussi de professeur Zahar, elle a noté que ce n'est pas le premier conflit de vraiment menacer ces institutions. Il est important de se rendre compte, surtout maintenant, la crise avec Israël, Palestine, ça continue à poser des problèmes assez grands, on peut dire, ou peut-être notre conflit d'être qui est vraiment sur la tête et dans la tête de tous les leaders aujourd'hui. Mais je parle de l'invasion de l'Ukraine parce que c'était une attaque d'un pays souverain et aussi une attaque par une grande puissance. C'est juste pour se rappeler ça et le fait que ça, c'était une grande puissance. Et pas n'importe quelle grande puissance, mais une grande puissance qui était sur le Conseil de sécurité, qui possède plus d'armes nucléaires que tous les autres pays dans le monde. Et donc, il faut penser de ces implications, pas que pour nous comme une société, mais aussi qu'est-ce que ça va dire pour la précédence. Donc, y aura-t-il une précédence si on reste et on continue d'accepter, on a parlé un peu plus tôt d'un pays ou d'un monde où la Russie peut gagner cette guerre. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui regardent cette guerre et qui regardent la réponse du Canada, les réponses des États-Unis et beaucoup d'autres pays surtout les alliés de l'OTAN. En outre, je veux connecter un peu à ce panel qui vient de se passer. En outre, le succès des campagnes de désinformation russes, ici parmi les publics au Canada, mais aussi chez moi ou aux États-Unis concernant l'OTAN et aussi concernant les activités de l'OTAN à l'Ukraine, les causes de la guerre de l'Ukraine, la question de qu'est-ce que si l'OTAN est dans une guerre ou pas avec l'Ukraine. En même temps, ça mine, ça diminue le soutien public pour l'OTAN, mais aussi pour ça porte aussi à la confiance dans ces institutions internationales. Et ça, c'est un problème on doit continuer à surveiller, je peux dire. Dans quelques mois, on saura si la plupart des Américains, mais little asterisk here, dans notre système de collège électoral qui, à mon avis, est très cassé. Donc, ce n'est pas exactement une question de la plupart des Américains, mais quand même, OK, si cette collège électoral, on va voir la choisie d'un leader qui vraiment soutient ces institutions, si on va voir Biden 2.0, comme vous avez dit Biden 2 ou pas, ou peut-être une personne qui veut vraiment les éroder, ou peut-être je ne sais pas, essayer de retirer les États-Unis de ces institutions entièrement. En fait, moi et peut-être les autres dans cette salle ici étaient un peu étonnés et peu choqués que Trump n'a pas fait plus de dommages à ces institutions internationales pendant Trump 1 qu'il a fait. Donc, moi, j'étais un peu choquée. J'étais aussi cette public engagement ou public forum qui s'est passé juste à côté du sommet l'OTAN, qui était très, très fameux.
quand on ne savait pas exactement si Trump était sur le point de vraiment retirer de l'OTAN ou pas. Il a envoyé plusieurs lettres, je ne sais pas si vous vous rappelez, au gouvernement pour s'exprimer, pour exprimer son inquiétude, like really his unhappiness de tout ça. Et donc, on ne sait pas si peut-être un deuxième mandat américain, est-ce que ça va vraiment envigorer Trump pour la deuxième fois? Parce que pendant le premier mandat, on a vu que euh, l'OTAN, on sait qu'aux États-Unis, il y a plein de soutien parmi les Américains pour cette institution, même parmi les républicains. Cependant, il faut se rappeler que ça change un peu. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de sondages plus récemment, mais le soutien, surtout parmi les républicains, ça diminue, ça diminue. Et ce n'est pas que aux États-Unis, ça se passe parmi les conservateurs, les conservatifs ici au Canada aussi, et parmi les conservatifs en Europe, en quelques pays en Europe. Il y a plusieurs études maintenant sur ce sujet-là. Donc, juste pour rester connaissante de tout ça. Donc, tout d'abord, comme on a entendu, si M. Biden sera réélu, il est certain qu'il continuera sa politique d'investir dans ces institutions, je pense que comme l'OTAN, etc. Probablement, il y aura la continuation de l'aide pour l'Ukraine. Et récemment, on a vu qu'il y avait un peu de changement aux États-Unis. Il y avait un $61 billion aid package qui était approuvé. Pourtant, la question, c'est plus qu'est-ce qui va se passer avec Trump. Oui, donc ça, c'est la question. Il y a aussi ces questions, même peut-être pour Trump et Biden. Il y a cette question qui se passe maintenant à l'OTAN, au siège de l'OTAN, concernant la coordination. Est-ce que ça devrait compter de l'aide militaire? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui devrait continuer sur ce contact group que les Américains dirigent? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que l'OTAN devrait contrôler? Et ce n'est pas décidé, ce n'est pas encore décidé. Et je ne sais pas, je doute qu'on aura vraiment une bonne réponse à ça à l'heure du sommet. Parce qu'il y a le sommet en juillet, le prochain sommet à Washington. Et je ne suis pas convaincue que les Américains sont vraiment d'accord avec le relâchement de, de cette contrôle, de cette coordination-là. Pourtant, les autres choses qu'on peut imaginer avec Biden, l'aide humanitaire à la continuation de l'OTAN, la survie de l'OTAN, c'est probablement certaine. La pression parmi les alliés de maintenir une défense forte au Eastern Flank, à l'Est occidental, les rassurances politiques, verbales et fortes de l'article 5. On a parlé, professeur Sedman, il a parlé un peu de cette question de crédibilité. Pour moi, ça, c'est une question très importante qu'on peut s'attendre au cas d'une présidence Trump. Donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, parce qu'on sait même avec les sondages qui ont passé sous Biden et sous Biden 1 et sous Biden et sous Trump 1, il y avait déjà les incertitudes, même en Europe et même aux États-Unis, parmi les publics pour soutenir ces pays à l'Est s'ils soient attaqués ou pas. Dans ce cas. Donc, on n'est pas sûr dans cette situation-là. En revanche, avec sa politique étrangère isolationniste et anti-mondiale, on peut dire, avec Trump,
c'est très clair, ils désirent un monde sans institutions internationales, un monde sans règles parmi les pays, si c'est possible. Mais une question que j'ai de tout ça pour Canada, c'est si le pays plus puissant du monde rejette cette norme de non-intervention, si Trump est élu et peut-être les républicains, ils vont gagner le House, le Sénat, je ne sais pas, serait-il Canada plus sécure qu'aujourd'hui? Comment est-ce que Canada va changer sa position et ses investissements à l'OTAN? Est-ce qu'il y aura peut-être le problème de personnel? On sait que même si Trump décide qu'il ne veut pas retirer les États-Unis de l'OTAN, bah, c'est possible, il se peut que Trump puisse faire exactement ce qu'il a fait à l'OMC ou où il a juste décidé de ne pas appoint des appellate judges. Donc, il a décidé pas, OK, il y a plein d'autres, il y a plein des activités qu'un pays peut faire à l'intérieur d'une institution internationale sans retirer. Donc, il peut bloquer les budgets, il peut demander à ses personnels ou ses officiels au mission to the United States de ne pas de bloquer le consensus sur les activités qu'il n'aime pas, comme, je ne sais pas, le genre, le changement climatique, plusieurs choses. Donc, il y a plein d'incertitudes là et il faut juste reconnaître que, à mon avis, je crois que probablement il ne va pas retirer les États-Unis de l'OTAN, mais je m'attends que, I forget exactly how to say that, mais I expect that probablement Trump va faire ce qu'il a fait au passé pour, euh, pour diminuer et pour vraiment affaiblir l'OTAN comme une institution euh, internationale. Juste pour dire aussi, il y a peut-être la dernière chose à penser, parce que bien sûr, peut-être dans la Q&A, on peut parler plus de l'Ukraine et les conséquences pour l'Ukraine, parce que ces conséquences sont aussi très graves. Trump a déjà dit qu'il n'a pas d'intérêt à continuer l'aide à l'Ukraine. Mais il y a aussi des conséquences nucléaires et aussi les conséquences pour la prolifération nucléaire. Donc, malgré qu'il y a un nombre de problèmes, un des grands succès, je peux dire, de l'OTAN, c'était la capacité de dissuasion. Donc, pendant quelques dizaines, il n'y avait aucune raison pour plusieurs alliés à considérer l'adoption des armes nucléaires grâce au parapluie nucléaire de l'OTAN, mais aussi, we have to remember the NPT is a very powerful instrument. Et puis aussi, il y a le nuclear taboo. Pourtant, sans une assurance claire des États-Unis dans le cadre d'une attaque, par exemple, les pays comme la Pologne ou des autres pays peut-être euh, euh, pourraient reconsidérer, oui, leurs options, même les pays qui ont vraiment signé ce NPT. Et donc, pour moi, peut-être de tous ces conséquences graves, je crois que ça, c'est la conséquence plus grave, parce qu'on sait un monde où il n'y a plus des armes nucléaires qu'on a déjà, ça sera un monde moins sécure. OK, peut-être pour arrêter sur cette note très optimiste. Non, c'est très clair. Euh, Merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Non, merci Merci. d'avoir illuminé les problèmes que nous faisons face. C'est un peu difficile à réfléchir parce qu'il y a juste tant de choses à considérer. Mais en tout cas, merci bien. Natacha? Merci. Je vais m'exprimer en anglais. Au niveau très pratique, j'aimerais parler des choses qui fonctionnent et des outils que nous avons. Inaudible. Oh. Je vais parler de nos outils dans le système multilatéral et pourquoi nous avons accès à ces outils. Je vais parler un peu moins du Canada et des États-Unis parce qu'on va parler du multilatéralisme. Alors,
il faut parler de l'international. Et ensuite, ceci nous guidera vers la conversation que nous avons eue ce matin au sujet des valeurs et de comment nous gérons ces valeurs pour le meilleur ou pour le pire. Alors, commençons par parler des outils. Présentement, quels outils sont présents? Il y a certaines choses qui sont en train de se fermer. Alors, j'ai une liste claire. Nous perdons 2 missions de garde pour protéger la défense de la paix. Nous perdons des choses en Somalie et en Irak. Les sanctions sont aussi en train d'arrêter. La plupart des sanctions de ECHO sont aussi arrêtées. Alors, nous mettrons fin aux missions au Congo. Alors, ce qu'on voit présentement, c'est moins d'activités qui pourraient appuyer des communautés en situation vulnérable. Lorsque nous pensons au pays, au Canada, et lorsque nous pensons au scénario que j'ai mentionné et à ces conflits complexes, ces conflits où il y a des divisions profondes au sein de la société et ces sociétés qui ont eu des conflits depuis très longtemps. Et maintenant, on voit des violences extrémistes depuis des générations. Les causes profondes ne sont pas un terme que j'aime utiliser parce que ces choses-là évoluent. Et quand on parle d'extrémistes violents, ce sont des choses qui évoluent au sein des sociétés. Si vous êtes Australien ou Canadien, vous savez qu'il y a des populations de la diaspora et ces populations ressentent des discriminations, ils ressentent un sentiment d'isolation. Et s'ils se reconnectent avec leur pays d'origine, ils voient que les populations du pays d'origine sont contre les pays de l'Occident. Alors, il y a plusieurs de raisons égoïstes pour lesquelles on aimerait arrêter ce type d'extrémistes. Il y a des raisons liées au bien de tous, mais il y a aussi des raisons plus égoïstes. Alors, j'aimerais parler du type de missions qui sont arrêtées. Donc, la mission en Mozambique a été arrêtée et la raison pour laquelle ce pays n'a pas de mission, c'est que les Nations unies avaient peur de l'accueil que la mission pourrait avoir. Alors, il n'y avait pas de confiance avec leurs institutions multilatérales. Une autre chose intéressante, ce serait cette intervention potentielle du Kenya à Haïti. Les Nations unies n'appuient pas complètement cette mission. Un gouvernement du Kenya s'est levé et a décidé de prendre sa responsabilité panafricaine pour aller offrir de l'aide à Haïti. Ceci fait partie d'un partenariat de défense qu'ils ont avec les États-Unis, mais je ne sais pas si tout le monde ici présent a vu le président Yuto. Cette semaine, il est aux États-Unis pour aller signer un document. Dans ses entrevues, quand on lui pose la question sur les investissements de la Chine ou des États-Unis, il est très clair. Il n'appuie pas aucun de ces investissements. C'est sa réaction. Ce qu'on voit, c'est des mouvements de la majorité internationale du Sud global de refuser certains appuis parce qu'ils contrôlent le jeu. Alors, c'est très intéressant de garder cela en tête alors que nous considérons les changements de gouvernement potentiels.
Ceci nous guide vers notre discussion au sujet des intérêts et des valeurs qui a si bien lancé la journée. Devant nous, nous avons une réalité et une impression que l'Occident ne s'exprime qu'en parlant de valeurs et que quand il ne parle pas de valeurs, il parle de manière condescendante. C'est très vrai, mais c'est aussi quelque chose de très facile à manipuler et à amplifier pour diriger l'opinion publique. Et c'est un grand défi pour nous. Et sur ce plan, il est très possible que les États-Unis s'isolent de plus en plus. Et en considérant la nature de transaction de leurs relations, il est très possible que la Chine agisse de manière similaire. Mais nous n'avons pas besoin d'être un ou l'autre, de seulement parler de nos valeurs et il n'est pas nécessaire d'agir de manière seulement avec des transactions. Je pense que pour les pays comme l'Australie et le Canada, il y a beaucoup d'espace entre ces deux extrêmes qui nous offrent des bonnes options qui nous permettent de combler les lacunes existantes. Mes partenaires de l'Afrique veulent repenser les partenariats. Ils veulent faire les affaires d'une manière différente. Alors, ils se placent d'une bonne manière pour avoir accès à différentes options. Nous nous plaçons pas d'une aussi bonne manière. Lors de la dernière année, on peut penser si on veut travailler avec ceux qui ont travaillé avec l'Afghanistan ou avec la Syrie. Le gouvernement de la Syrie est aussi stable qu'il ne l'a jamais été, alors que le gouvernement de l'Afghanistan, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, c'est ce type de choses-là qu'on considère lorsqu'on choisit nos partenaires d'affaires. Nous nous concentrons beaucoup sur la cause ukrainienne et la cause des Gazaouis. Et la Russie se concentre plutôt sur l'Afrique. Ils ont d'énormes partenariats très importants. Je ne veux pas dire qu'ils ont complètement sorti la France et les États-Unis de la région, mais ce n'est qu'une progression naturelle des relations entre les pays. Lorsqu'on parle des changements majeurs des relations diplomatiques américaines, on peut penser au fait qu'un représentant du Niger s'est présenté aux États-Unis il y a quelques mois et a fait la leçon aux États-Unis. Alors, je ne pense pas que ceci est de bon augure. Lorsqu'on parle du niveau de confiance entre les pays, nous voulons avoir des conversations parce que nous avons des valeurs et nous voulons en parler. Mais pour se rendre à ce niveau-là, il faut avoir une relation profonde. Il faut faire plus que simplement arriver dans un pays et offrir un mode d'emploi. Je crois que nous perdons l'accès à nos outils. Nous pouvons en parler encore plus. Il y a des bienfaits et des inconvénients aux sanctions. Est-ce que les missions pour conserver la paix sont assez fortes? Est-ce que les choses pourraient être pires? Mais nous savons qu'il y a des conséquences positives à ce type d'action. Et s'il y a des manières que nous pourrions continuer de travailler peut-être avec les ressources naturelles, si nous pouvions travailler avec les États pour créer un système concret au lieu de simplement identifier les erreurs. Si nous perdons notre connexion avec ces pays, nous perdons notre point d'entrée et nous perdrons notre capacité d'être un État qui nous permet d'appuyer les autres États. Il est important d'avoir des États qui s'appuient. Il est important d'avoir des relations avec d'autres pays qui nous permettent d'avoir ce type de conversation. Alors, c'est ma dernière observation. Parlons des actions contre le terrorisme lors des dernières années. Dans les
2 dernières décennies, c'est une réussite. Dans les 20 dernières années, il n'y a pas eu de grands événements comme le 11 septembre. Nos institutions se sont améliorées, surtout en considérant nos défis avec l'extrême droite extrémiste. Nous réussissons en général à nous attaquer à l'enjeu. Nos institutions ont pu avoir un impact majeur pour réduire les crimes financiers, mais en considérant ce que nous avons fait dans des pays qui ont des institutions moins fortes et qui ont des conflits complexes, on voit que les réponses complètement militaires ont réussi à écraser certains problèmes, mais ceci n'a pas aidé la population à mieux vivre parce que les populations sont toujours contrôlées par certains groupes. Je sais que j'ai un peu contourné le sujet, mais entre nos 3 discours, je crois que ceci ouvre la porte à la discussion. Que peut faire le Canada? Que peut faire l'Australie? Que pouvons-nous faire pour travailler ensemble et reconstruire? Alors, je veux poser quelques questions avant d'ouvrir la discussion à tout le monde. Ma première question est plutôt générale et c'est provoquée par ce que je viens d'entendre. Mais la première question, c'est ça. Est-ce que le Canada, ses alliés, ses partenaires ou bien les institutions internationales sont mieux préparés pour Trump en 2024 qu'en 2016? Sinon, pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole tout d'abord? Je peux répondre un peu. Et je déteste d'être la pessimiste, encore une fois, mais je crois qu'on est moins préparé, mais c'est à cause des avancements de technologie. Donc maintenant, on a entendu un peu les menaces de l'intelligence artificielle pour, comme un véhicule pour disséminer plus de des informations. Et je crois que cet écosystème qu'on a entendu de dernier panel, ça c'est à moi quelque chose qui a changé le soutien parmi les publics pour nos institutions internationales, je peux dire. Donc ça, ce niveau et ces menaces à notre institution, nos institutions en général démocratiques, ça pose un problème pour l'arrivée potentielle de Trump Part 2. Arthur, Pensez-vous? voulez-vous répondre? Je m'évite. Je pense que nous sommes plus préparés à la deuxième arrivée de Trump que nous l'étions pour sa première arrivée. Et c'est ça qui est inquiétant. Trump a essayé plusieurs choses et n'a pas réussi. Ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'ils avaient essayé un comité de l'Assemblée générale des Nations unies, le 5e comité, le comité qui s'occupe du budget, peut attaquer certains postes, certaines sections, et les États-Unis avaient, tout comme la Chine l'a fait dans les années précédentes, décidé d'attaquer certaines positions. Et souvent, ils n'ont pas réussi à bien attaquer ces choses-là. C'est des choses qui sont difficiles à faire parce que pas tout le monde travaille dans la bonne direction. Alors, certaines personnes ont quitté. Je ne réponds pas vraiment à votre question parce que je ne connais pas très bien le Canada. Mais
Alors que vous essayez de vous décrocher un siège au Conseil de sécurité et je déteste parler de choses qui sont des mauvais souvenirs, mais vous n'avez pas réussi à décrocher ce siège. Et vous aviez travaillé très fort, c'était impressionnant. Beaucoup de personnes de think tank avaient été invitées et on pense que peut-être pour cette fois-ci, il faudrait avoir une bonne stratégie au lieu de constamment se préparer parce que c'est une manière de tactique, c'est une question de stratégie. La définition d'un pouvoir de taille moyenne est une définition qui a été développée au Canada. Et je ne sais pas si le Canada a bien joué son rôle de pouvoir de taille moyenne. Le fait d'être capable de créer des relations plus régionales. Alors, si dans la situation actuelle, les choses sont différentes. Kimani du Kenya a fait un discours. Il parle souvent de l'Occident tel qu'on le dit. Alors, ce sont des termes que nous utilisons et ce sont des termes qui ne veulent pas vraiment rien dire. Alors, ce matin, nous avons parlé du fait qu'une force du Canada, c'est qu'on a une relation entre l'Europe et les États-Unis et une relation avec les États-Unis, une relation avec l'Europe. Mais pour les Nations unies, c'est une lacune, en fait, parce que pour le Canada, d'avoir une relation si proche aux États-Unis, c'est une mauvaise chose. Parce que qu'est-ce qui serait bien pour le Canada? Ça serait d'être une puissance moyenne qui n'est pas alliée aux États-Unis et qui peut être un pont séparé. Et les personnes qui ont le mieux réussi au sein du Conseil de sécurité, ce sont ces pays qui ont pris le siège du Canada. La Norvège était un siège très utile parce que la Norvège a une bonne relation avec la Chine et la Chine a pu parler à la Russie et ceci était une bonne chose. La Norvège et la Chine ont pu parler avec la Russie pour limiter les impacts. Alors, c'est une question de se réétablir en tant qu'une puissance moyenne qui peut travailler sur plusieurs fronts. Je suis d'accord avec Arthur. Si on est mieux placé ou moins bien placé, c'est une question de perspective. Je vais me rendre en Somalie la semaine prochaine pour y travailler. La dernière fois que Trump avait fini son mandat, il avait enlevé tous ses actifs de la Somalie. C'était quelque chose qu'il avait fait pour frustrer l'administration de Biden. La Somalie est beaucoup mieux préparée. Maintenant, ils sont maintenant prêts à parler au Conseil de sécurité la semaine prochaine. Ils sont dans une bien meilleure posture qu'ils l'étaient à l'époque. Ils sont prêts à avoir une meilleure relation avec des pays occidentaux, mais c'est un peu comme la distinction des Nations unies entre les pays bleus et les pays noirs. Alors, pour le reste du monde, les nations occidentales sont un peu comme ça. Et les Nations unies sont qu'un autre maillon dans la chaîne occidentale. Une chose que je dis depuis 2020, c'est que la pandémie a eu un impact majeur. La pandémie n'a pas encore été mentionnée aujourd'hui. Et si nous parlons de l'ordre mondial, je crois qu'il est important de dire que la pandémie a eu un impact. Quelle est l'ampleur de cet impact et sa nature, je ne le sais pas, mais plutôt vous avez parlé de la Norvège, du fait que c'est un pays qui travaille fort. Et ce que je comprends, je ne suis pas un expert, beaucoup de pays occidentaux
font face à des situations très difficiles, surtout à cause des cartels de drogue et parce que la pandémie a fragilisé les institutions. Alors, je me demande si c'est toujours vrai dans l'Afrique subsaharienne ou ailleurs dans le monde. Je me demande si l'Occident a mal présenté la pandémie, surtout avec la présentation des vaccins et la manière que ceux-ci ont été distribués. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, je me demande si c'était une occasion manquée. Peut-être que c'est quelque chose que nous n'avions pas compris à l'époque et que nous comprenons toujours pas, mais peut-être que je ne comprends pas bien la chose et que je fais des liens où il n'y en a pas. Alors, j'aimerais vous demander de commenter ma question. Je crois que vous faites un bon lien vers une de nos plus grandes occasions d'agir. Si vous mélangez la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine et la pandémie, on peut se tourner vers l'économie. Pensons à ce qui s'est passé avec les taux d'intérêt à l'international pendant cette période. Dans l'Afrique subsaharienne, le Fonds mondial international passe beaucoup de temps au Ghana, au Kenya, et dans ces États, dans sa nature, il y a des changements de taux d'intérêt parce que des facteurs externes ont poussé les choses hors contrôle. Il y a des gens comme le premier ministre Motley des îles du Barbados qui dit des choses comme le fait que pour avoir de la crédibilité à l'international, il faut avoir des partenariats. Et pour avoir des partenariats, il faut s'engager. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Très rapidement, j'ai parlé de la pandémie. C'était un des enjeux internationaux. C'est quelque chose qui revient. La plupart des outils ne fonctionnent plus de nos jours et où ils ne sont pas utilisés parce que nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord. On se tourne aussi vers la guerre froide pour voir si on peut en tirer des leçons. Et aux Nations unies, on sait que lorsque les Nations unies sont le plus efficaces, c'est quand les pays ont une assez grande puissance, mais pas trop de puissance. Parce que dans des cas comme Haïti, les choses sont complexes. Mais au sujet de la pandémie, il y a deux choses. C'est encore une autre accusation de double standard. Il y a beaucoup de double standard, alors on ne parle pas beaucoup de la pandémie, mais vous vous rappeliez peut-être qu'à l'époque, Trump avait dit quelque chose qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille sur ce qui se passera avec Trump 2. Il parlait du virus chinois, du virus de Wuhan, et malheureusement, c'est que les grandes puissances pourraient utiliser les Nations unies pour s'insulter. Et c'est intéressant parce que c'est une des choses qui a changé entre l'administration Trump et l'administration Biden. Les débats ont passé de États-Unis-Russie à États-Unis-Chine. Et si c'est un retour à Trump, on pourrait imaginer que les débats entre les États-Unis et la Chine pourraient reprendre et les Nations unies pourraient être utilisées comme tribune pour ces débats. Yeah, so I was going Oui, j'allais parler d'un point similaire pour ajouter à la liste de problèmes et d'hypocrisie
d'hypocrite. Et vous avez déjà parlé de ça, un point sur lequel nous ne sommes pas encore attardés comme étant une conséquence claire de la pandémie, ce sont les effets que cela a eu sur l'éducation. Donc, en général, oui, absolument, on parle des enfants qui sont confrontés à des problèmes de littératie, d'alphabétisation, des retards, pathologies, et on parle ici et peut-être au secondaire aussi, où les étudiants, les élèves ont des opportunités de se lancer dans la réflexion critique et d'essayer de différentes compétences, d'être à la place de quelqu'un d'autre par rapport à son point de vue. Et ici, réellement, tout cela a été mis en suspens jusqu'à un certain niveau parce que tout d'un coup, les instructeurs à travers le monde devaient essayer de comprendre comment on avance par rapport aux jeux de rôle et le développement de ce genre d'activités pour élaborer la réflexion critique sans être capable d'avoir l'interaction humaine. Alors, l'aspect éducatif a affecté la réflexion critique et ceux qui étaient au secondaire, qui sont allés à l'université ou au collège, et ceux qui étaient au collège ont commencé le travail. Donc, je pense qu'il y a un impact qui a affecté la capacité de plusieurs personnes à vraiment humaniser et avoir de l'empathie envers les autres. Et c'est tellement critique pour la diplomatie et les négociations. Et une autre conséquence endommageante pour la diplomatie sur laquelle nous pouvons nous pencher due à la pandémie, c'est le manque subit d'opportunités pour favoriser la diplomatie à nouveau en présentiel. Alors, on le sait, dans mon travail de recherche précédente, ma dissertation s'est penchée sur la protection de la vie privée et les espaces informels pour pousser les diplomates à s'attarder davantage sur les préférences réelles et les sujets importants, ce qui est probablement différent des ambassadeurs qui se tiendraient, par exemple, devant un micro versus un conseil diplomatique. Alors, subitement, ceux qui s'attardent sur les conversations disparaissent et tout commence à avoir lieu dans des espaces virtuels. Il y a certaines rencontres qui sont annulées et sont repoussées à 1 an, 2 ans plus tard. Et pour moi, je pense pas que c'est juste quelque chose de subite. En effet, cela a eu des conséquences à long terme parce que dans plusieurs espaces diplomatiques, j'ai passé un peu de temps dans le bureau de l'OTAN à travailler pour le département de l'État en 2022 quand l'OTAN a eu des problèmes. Et je peux voir que dû à la pandémie, combiné avec le changement climatique et autres, il y a eu tellement d'efforts de faire les choses virtuellement. Et pour moi, je pense que c'est positif pour le climat. J'ai étudié l'OTAN et le climat, mais il y a aussi plusieurs coûts associés à cela, la diplomatie et les occasions qui doivent être offertes aux différentes personnes pour avoir des dialogues. Mais on voit l'option de Zoom, même le mode de diplomatie a changé. Les gens cherchent vraiment des opportunités de travailler davantage virtuellement et cela a un coût. Y a-t-il des questions pour nos panélistes? Je vois une main. Le monsieur au milieu de la salle. Bonjour, Nicolas Klingel-Schmidt, je suis doctorant à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup pour vos présentations à tous les trois. Vous avez brièvement mentionné en introduction, Monsieur Boutelis, la résolution 2719 et je travaille sur la sécurité collective africaine. Donc, je vous avoue que la- ce que vous avez évoqué comme possibilité pour l'avenir de cette résolution sous Trump, si on avait un Trump 2, c'est une poésie qui m'inquiète beaucoup. Euh, Si je résume brièvement, depuis quelques années, on a une remise en question de l'approche des opérations de paix des Nations Unies sur le continent africain. Madame Hiko, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la MINUSMA a quitté le Mali en 2022 après 10 ans, puis un parcours finalement très critiqué. La MONUSCO au Congo devrait prendre fin d'ici la fin de l'année. Et justement, l'alternative à tout ça, ce serait de donner plus de place aux opérations de paix régionales à travers soit une direction de l'Union africaine, soit des communautés économiques régionales.
Mais le problème de tout ça, il est avant tout financier. Il y a un manque de moyens pour les opérations de paix régionales. Vous avez parlé de l'intervention de la SADC au Mozambique, la SAMIM. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, une des seules interventions d'une organisation régionale africaine qui est autofinancée, qui ne dépend pas de financement extérieur. Et justement, l'avenir du maintien de la paix en RDC passerait par une intervention de la SADC dans l'est de la RDC, qui est actuellement en discussion. Et bon, la résolution 2719, je ne sais pas si tout le monde est très familier avec le concept, mais l'idée, ce serait que le Conseil de sécurité pourrait financer avec les Assess Contribution pour le budget peacekeeping pardon, l'ONU, 75% du budget des opérations de paix, si le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le demande. Si Trump passe et que le budget des États-Unis à l'ONU pour les Assess Contribution of Peacekeeping est baissé ou complètement retiré. Déjà, est-ce que les États-Unis ont la latitude de faire ça, de couper leur financement? Et si c'était le cas, dans un tel scénario, est-ce qu'il y aurait une alternative? Est-ce que les puissances moyennes qui participent également à ce financement-là pourraient prendre le relais, comme ça a été le cas, vous l'évoquiez dans votre intervention, dans d'autres domaines? Ou si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il y aurait comme alternative pour répondre aux besoins de maintien de la paix sur le continent africain au niveau multilatéral? Merci. Merci. Arthur, je pense que Natacha. Merci. Alors, il y a plein de questions et plein de bonnes questions. Alors, je vais essayer de segmenter ça un petit peu. Juste pour tout le monde, juste pour rappeler, parce que bon, vous étudiez ça, donc vous êtes très conscient de la chose, mais la 2719 est très importante parce que c'est un dossier qui est discuté depuis 15 ans. Hein. Donc, et il y a eu plusieurs moments où on a failli arriver à un accord et sous l'administration Obama, on était arrivé proche et ça n'était pas passé parce que c'est très compliqué en plus pour les États-Unis vis-à-vis du Congrès quand il y a des questions de financement, etc. Donc cette fois-ci, moi, la lecture que j'en fais, c'est ce qui a rendu les choses possibles et ce qui a fait que les États-Unis sont allés jusqu'au bout, c'est vraiment l'environnement géopolitique changeant. Et c'est vraiment le fait qu'avec une Chine qui domine en termes d'influence sur le continent africain et une Russie qui est de plus en plus agressive, voilà, il fallait absolument que les États-Unis soient vus et ils ne pouvaient pas être vus comme le spoiler sur cette résolution-là. Donc elle est passée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, la résolution, c'est une résolution cadre. D'accord? Il n'y a aucune automaticité. Moi, c'est ce que je rappelle à tout le monde, c'est que fondamentalement, ça ne change rien. Symboliquement, ça change tout. Fondamentalement, ça ne change rien. Puisque le Conseil, en fait, la façon dont les membres du Conseil, et notamment le P5, les membres permanents du Conseil fonctionnent, c'est qu'ils ne veulent jamais avoir les mains liées sur leurs décisions. C'est pour ça, par exemple, pour ceux qui étudient les R2P, la responsabilité de protéger, ils n'ont jamais évoqué ce sujet-là. Non, ils décideront toujours en cas par cas, selon leurs intérêts. Et c'est la même chose pour le financement des opérations africaines. Ils décideront toujours au cas par cas. Simplement, cette résolution cadre déjà norme un certain nombre de choses, c'est-à-dire que s'ils sont d'accord, s'ils autorisent ce chapitre 7, à ce moment-là, il y a déjà un mécanisme de 75. Les 25, il faudra les trouver, mais bon, s'il y a une volonté, ça pourra se trouver. Ça répond un peu à votre question sur les financements. C'est surtout les financements volontaires, que c'est comme ça que c'est envisagé, hein, puisque l'Union africaine n'aura pas les moyens de toute façon. Enfin, ça dépend sur une toute petite mission peut-être, mais sur une mission de la taille de la MISOM, la TMIS, on n'est pas dans cet ordre d'idée. Alors maintenant, oui, il y a plein d'autres questions qui se posent. En fait, c'est le sujet des discussions et c'est pour ça que moi je suis très inquiet. C'est parce qu'il y a plein de choses qui doivent encore être réglées. En fait, comme c'est une résolution cadre, en fait, maintenant ils sont en train de l'interpréter. Donc, l'ONU notamment et l'Union africaine ont plein de discussions, plein de consultations en ce moment. Là, ils reviennent juste d'Addis pour avoir une compréhension commune de la résolution, ce qui déjà est très inquiétant. Parce qu'en fait, s'ils n'arrivent pas à mettre en œuvre une première mission pilote d'ici la fin de l'année et que Trump passe, c'est fini. À mon avis, voilà, ça va être enterré et on n'aura jamais même testé ce mécanisme-là. Alors après, on se demande où on va le tester. Ça, c'est une autre question parce qu'il y a un gros sujet quand même de différence de point de vue. Et j'étais dans les consultations hier, justement. Et il y a quand même une différence de point de vue énorme qui émerge. C'est que quand on parle aux Occidentaux,
eux, ils voient la 2719 comme l'opportunité d'utiliser des missions de l'Union africaine pour faire des missions de enforcement, donc d'imposition de la paix. Alors que quand vous parlez aux États membres africains, ils disent: ah non, 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 nous, c'est tout le panel. Et d'ailleurs, c'est du multidimensionnel qu'on va faire. Et là, il y a quand même une différence fondamentale, parce qu'en plus, l'ONU ne voit pas forcément ça d'un bon œil, parce que là, du coup, potentiellement, ça remplace aussi un certain nombre de fonctions qui, jusqu'à là, étaient the remit of the UN, quoi, qui était la valeur ajoutée de l'ONU. Donc, bon, il y a quand même, c'est très compliqué. Et moi, la question que je me pose aussi, c'est autant je vois bien pourquoi il y a une demande pour des opérations ponctuelles militaires, et ça rejoint le point de Natacha, comme la SADC. Voilà, parce qu'on sait que ça rentre, ça sort, ça nous aide à taper sur un certain groupe armé ou quoi, mais ça ne vient pas avec tout le paquet de politique et d'interférences de droits de l'homme, de je ne sais quoi, qui déplaît aujourd'hui parce qu'il y a, voilà, parce qu'il y a des offres alternatives qui incluent des offres mercenariales, mais aussi des offres bilatérales comme le Rwanda en Centrafrique ou au Mozambique avant la SADC, etc. Juste sur le dernier point, les États-Unis est-ce qu'ils pourraient ne pas financer? En fait, c'est pas comme ça que ça. En fait, ça vient du budget du peacekeeping. Donc, les États-Unis payent 25%, à moins que. Donc, c'est plutôt au niveau de la décision au Conseil. Ils peuvent bloquer. Ils peuvent mettre un veto ou ils peuvent bloquer la décision simplement d'autoriser une opération africaine. C'est plutôt à ce niveau-là. Il y a des précédents, bien sûr, des États-Unis qui ne payent pas leur dû, mais ça, c'est encore une autre question. Et après, il y a Warren Buffett qui paye le différentiel. Natasha, est-ce que vous voulez intervenir? Non? Très rapidement. Alors, brièvement, je comprends que nous devons être calmes, mais je suis vraiment inquiète qu'une telle mission sera approuvée et que ça va échouer. Et que nous allons répéter toutes les erreurs de la mission précédente des Nations unies et que cela n'aidera pas l'Union africaine ou les pays dans lesquels cette mission a été déployée. Alors, si on court vite vers une telle mission, même s'il y a un délai pour nous rassurer que le système fonctionne, pour moi, c'est toujours Y délicat. a-t-il d'autres questions? Fana, je sais que c'est la fin de la journée, mais. Alors, une question rapide. Je présume que ça touche le point sur l'échec. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage là-dessus? Quand on voit les différents contextes d'intervention, on voit l'intervention étrangère et après, si ça échoue, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il n'y a pas tant de recours dans plusieurs situations. Pour moi, c'est juste une idée que je viens d'avoir, vu que vous avez soulevé l'aspect de l'échec. Est-ce que vous pouvez peut-être élaborer davantage sur cette notion d'échec? Désolée, j'ai utilisé un juron. Alors, ici, je pense que nous sommes en pleine phase d'intervention internationale qui nous permet de réévaluer ce que nous essayons de faire pour soutenir les États et les populations. Et ceci fait référence aux idées de complexité et des causes. Et ceci se passe vraiment sur le terrain quand on a des discussions à New York, par exemple, et c'est une obligation. Il y a au niveau politique ce qui n'est pas assigné en réalité. Et l'un des défis principaux pour moi, c'est de voir les temps devenir plus forts. Et c'est fondamentalement important. Mais en même temps, chaque pays veut un patrimoine. Et alors, c'est nécessaire d'avoir une autre résolution axée sur les droits de l'homme, les droits de la personne. Donc, les résolutions doivent être davantage prescriptives et il y a davantage un refus de la population qui n'utilise pas nécessairement la même formulation ou qui se sent comme étant identifié ou exclu.
Et on voit ici un déséquilibre. Par exemple, pour ceux au Burkina Faso, la mort de 300 civils n'était pas suffisant. Et qu'en est-il de la mort de 20 000 personnes? Mais les Américains envoient toujours des bombes dans des zones urbaines. En fin de compte, on se retrouve avec plusieurs mandats et je vais utiliser ici le mandat de l'arbre de Noël afin que ça devienne très précis et très technique. Ça a tendance à ne pas être relié à tout ça. Et des fois, il y a des difficultés. Des fois, c'est relié au résultat de création d'une société plus stable. Et un exemple très précis que je donne d'habitude, si on regarde la plupart des groupes terroristes, ils sont vraiment très sages à mettre en œuvre la règle du droit. La propagande dira qu'ils mettent en œuvre la règle du droit pour tout le monde, mais l'une des rares choses qu'ils font, c'est le contrôle. Ils déterminent qui a les terrains, donc ils déterminent qui va détenir le pouvoir pendant 2 à 3 générations. Et les missions que nous envoyons, on dit que la règle du droit est bon pour tout le monde. Donc, ce qu'on envoie n'est pas capable de suréquilibrer ce qu'on essaye de contourner. Donc, on parle ici de la primauté de droit. Et c'est pas bon ou qu'il n'y a pas une diminution des préjudices causés aux civils, mais il y a des réponses techniques à nos enjeux politiques, mais on voit que ça ne répond pas à l'objectif. Heidi? Alors, et c'est un point sur lequel je m'attarde énormément avec mes étudiants quand on parle de l'efficacité des opérations de paix. Et quels sont les débats? Je dois lire la recherche qui démontre, OK, quand il y a des opérations de paix, juste avoir la présence des troupes sur le terrain, on dirait que ça diminue le retour au conflit et peut-être le travail qui a été effectué, autre. Il y a plusieurs projets de recherche qui démontrent que ça aide, mais je leur parle de la littérature sur la violation de la paix. Et qu'en est-il du fait que nous savons que les gardiens de paix commettent des viols et des abus sexuels? Il y a plusieurs implications politiques. Et qu'est-ce qu'on fait quand on change et comment est-ce que ça affecte ces pays? Et qu'est-ce qui arrive quand ces personnes ne sont pas poursuivies? Alors, il faut que le système juridique soit capable de poursuivre ces personnes, mais ce n'est pas le cas et ces personnes sont déployées ailleurs. Alors, c'est important pour nous de voir comment on mesure l'échec. À quoi est-ce qu'on pense? Car plusieurs choses pourraient être vraies en même temps, car on peut absolument dire oui. Et c'est important de mettre sur pied la paix, car ça a un effet stabilisant. Donc, nous devons maintenir la paix, par exemple l'OTAN ou toute autre organisation internationale impliquée dans les opérations. Ces organisations doivent essayer de voir comment mieux gérer les problèmes d'abus sexuels et d'exploitation. Et vous savez, il y a aussi un problème de genre. C'est une question difficile. Je vais commencer par vous donner une mise en garde, car j'ai participé à plusieurs missions de maintien de la paix, incluant MINUSTAH, quand on est venu avec le choléra et on a refusé cela pendant longtemps et c'était vraiment problématique. Et généralement, c'est difficile de généraliser les opérations de maintien de la paix, si ça réussit ou pas. Et moi, je décris ça généralement comme un couvercle qu'on met sur le conflit. Et si vous n'êtes pas capable de diminuer le feu en même temps, c'est clair que le couvercle va tomber au cas où le feu est tellement fort. Donc, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire, mais on n'a pas nécessairement le contrôle sur tout. Et malheureusement, je suis le premier à blâmer les Nations unies pour tous ces échecs. Je pense que nous devons aussi essayer de faire une répartition claire et voir l'aspect micro et tout ce que les gardiens de la paix peuvent mieux faire et tout ce qu'ils n'ont pas fait, tout ce qu'ils n'ont pas bien fait, en effet.
Nous devons aussi essayer d'intégrer dans notre analyse, et c'est le cas de plus en plus au niveau macro. Je suis l'une de ces personnes qui essayent de soulever ces choses, surtout par rapport à la géopolitique. Quelle est la responsabilité de l'échec de MOSMA? Qu'est-ce que les Nations unies auraient pu faire différemment? Je peux passer des heures à parler de ça. Dès le départ, quand on a dit, oh, nous savons que c'est un sujet très sensible, surtout d'être visible à Bamako. Notre mission est déployée à 90% dans le nord et immédiatement, tout ce qu'on fait, on déploie toutes les voitures blanches et tout, et on fait le contraire. Et c'est là où l'élite de Bamako allait et on était en colère. C'était là-bas qu'ils traînaient avec les enfants en fin de semaine. Il y a une longue liste de choses que nous faisons, que nous ne faisons pas bien à tout moment. Mais en fin de compte, je pense que à la fin de MISMA, quand on a été chassé et la géopolitique de comment les Français ont instrumentalisé la mission à l'époque et comment les Russes ont minimisé cela, cela a probablement, et je n'ai pas d'éléments de preuves là-dessus, mais ça a probablement touché le Conseil quand les Maliens ont demandé de mettre fin à la mission au mois de juin, en juin dernier, et nous devons prendre tout cela en considération. Et cela affecte la vie, mais comme les envoyés spéciaux, les chefs de mission, qui n'ont même pas eu le soutien des membres du Conseil, on ne demande même pas un soutien actif, mais on voit ce qui a été offert aux différents partis. C'est question d'avoir un soutien en principe, un vote unanime, mais on ne l'avait pas. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne quand on n'a pas un Conseil unanime comme envoyé? Je pense que nous devons essayer d'additionner cela. Malheureusement, la littérature représente un ou l'autre et nous devons essayer d'englober tous ces facteurs dans l'analyse de réussite et d'échec pour pouvoir faire des mesures. En effet, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle du maintien de la paix. Et en effet, c'est un sujet très intéressant parce que il y a probablement 5 à 10 ans, j'avais entendu des gens parler des interventions que c'est passé, on ne le fait plus. Les militaires veulent s'attarder sur des missions classiques par rapport à la défense et autres. On a essayé, ça n'a pas fonctionné, on avance. On dirait que maintenant, tout est un peu nuancé comparé à l'époque. Est-ce que c'est le cas? C'est exact. Il y aura toujours un besoin d'intervention, mais le besoin va changer. Et en effet, cette demande pourra grandir vu les crises sur lesquelles nous nous sommes attardés. Non? Est-ce que... Alors, c'est une affaire intéressante, surtout de l'emplacement de l'ordre international en ce moment. Certainement, vu ce qui s'est passé lors de l'administration Trump 1.0, et on voit la stratégie de défense, de sécurité nationale. Pour moi, j'ai l'impression que ça continue plus. Ou bien est-ce que je ne lis pas bien? Natacha? Je pense que l'une des conséquences ici, et moi, je peux dire, je faisais partie de l'OTAN, donc je peux parler de notre échec en Afghanistan. On a vu le dialogue interne quand on est revenu à la maison. Comment est-ce qu'on a vendu cela au pays et qu'est-ce qu'on a fait pour dire que les interventions sont finies? Et je pense que le retour que vous partagez avec nous ici, c'était pas juste au Canada, mais c'était vraiment à travers tous les pays du ICF. On parle de 53 pays qui ont commencé à redéfinir leur dialogue interne sur la sécurité et le maintien de la paix comme retournant aux frontières nationales. Et ce n'était pas le cas et plusieurs enjeux auxquels nous sommes confrontés à l'échelle internationale, que ce soit les crimes organisés et autres dans ces régions stabilisées. Donc, tout cela nous affecte directement. Alors, ce point domestique n'a pas reflété la réalité. Et je pense ici que ça a vraiment touché plusieurs de nos conversations sur la sécurité et la défense. Les frontières nationales sont importantes, mais
Je pense qu'il y a définitivement vu la fin de la guerre. Il y a l'Afghanistan et Sahel qui est sorti. Et en fin de compte, plusieurs opérations de paix. Et il y a définitivement un changement, surtout vu ce que nous pouvons décrire comme les opérations intrusives de l'Occident et des libéraux. Je pense que il y a aussi une demande ou un besoin d'avoir du soutien opérationnel, surtout vu le genre de choses que Biden a offert et pourtant les autres ne l'ont pas offert. On voit exactement où on peut arriver. Exactement, c'est plus efficace dans certains contextes comparé à d'autres. Et la question ici, peut-être plus de demande, on voit le SADC, mais c'est vraiment des opérations militaires. Je pense que la question ici, c'est sans doute qu'il n'y a plus de soif, soit du côté du Conseil ou des pays organisateurs ou autres pour des opérations de maintien de paix multidimensionnelles. Je pense que la question ici est de savoir s'il y a toujours de la place pour des missions moins ambitieuses qui pourraient être du genre 27-19, moins dimensionnelles ou des plus petites missions dans certains contextes, comme la mission en Colombie et autres. Et je pense que c'est là la question. Heidi, avez-vous des points rapides à partager avec nous? Je vais juste ajouter que la demande d'intervention ne va pas disparaître, donc nous devons en être conscients. Et mais je vous comprends entièrement. Vous parlez du fait que les gens, les universitaires et les experts, même les décideurs politiques. En 2019, j'ai eu quelques entretiens avec des gens. On a parlé du changement en Afghanistan. Il y avait un changement de la présence de l'OTAN. J'entendais des gens qui parlaient à plusieurs reprises du fait que nous n'allons plus jamais avoir une telle grande opération. Et un autre thème qui était récurrent était que c'était une erreur d'y aller de toutes les façons. Et de fois, c'est facile d'entendre ces choses et de nous dire que, oh, cela veut dire qu'il y aura un changement. Mais en réalité, vu que quand on parlait des conflits, les différents cycles et autres, de fois, il n'y a aucune raison pour nous de penser que l'intervention va disparaître entièrement. Cela veut dire que peut-être l'intensité va changer et que ces acteurs-là aussi vont changer. Alors peut-être pour retourner à votre question, si on voit ce qui se passe, si les États-Unis, par exemple, comparé au budget, on voit que le maintien de la paix est un peu plus difficile comparé à ce que les Nations unies font. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation là qui ne font pas d'autres choses. Donc, cela ne veut pas dire que les Nations unies ont peut-être 24 missions à travers le monde. Peut-être il y a d'autres acteurs. L'Union africaine, je dirais peut-être, est plus actif, mais l'Union africaine dépend financièrement de plusieurs autres pays et même des institutions internationales. Mais je pense que nous ne devons pas penser à ça comme quelque chose qui pourrait disparaître entièrement. Donc, nous devons vraiment voir les changements de tendance. OK, une question pour vous. Est-ce que, selon vous, vous voyez des missions de CSDP, donc les missions civiles et militaires comme des interventions, ou est-ce qu'on définit l'éventail des missions? On parlait de questions et quand on parlait d'intervention en relations internationales, je disais, rappelez-vous que le mot intervention est toujours contesté parce que certaines personnes vont dire qu'intervention comme voulant dire quelque chose qui est fait dans un contexte du chapitre 7 où c'est pas nécessairement avec le consensus du pays autre ou par exemple en Libye où c'était une zone sans vol et certainement que les dirigeants n'étaient pas d'accord, mais il y a d'autres façons de concept, j'en parle pas, je parle plutôt d'opération, mais je pense que c'est important de se rappeler
qu'il y a tout un, quand vous avez posé la question au sujet des nuances, il y a tout un spectre de signification pour mission et opération. Et par exemple, il y a le secteur, la réforme de la sécurité. Je ne dis pas que c'est la même chose, évidemment, mais vous savez ce que je veux dire. Mais enfin, ça peut vraiment aller très en profondeur parce qu'on pense que le maintien de la paix ou les opérations de paix sont que les gens se présentent et servent un rôle de tierce partie, mais certaines des opérations ont trait avec reconstruire le secteur de sécurité. Et c'est pas juste avoir des organisations internationales. Il y a aussi d'autres intervenants. Et par exemple, j'ai travaillé au Darfour, par exemple, où il y avait où il y avait des consultants qui avaient toute cette industrie qui était impliquée après le conflit. Bien, alors, j'ai certainement appris quelque chose. C'était un panel très fantastique. Bien fait. Alors, j'invite juste un merci. Alors, bon, non, ça va. Merci beaucoup, vraiment. Une journée super enrichissante, des très bonnes discussions. J'ai grandement apprécié. Je pense que c'est ce 5e colloque annuel du réseau d'analyse stratégique est vraiment un succès, celui d'éclairer le débat public sur les grands enjeux internationaux, clairement sur ces questions d'ordre international fracturé, d'institutions affaiblies, de démocratie menacée, est clairement un succès et je vous en remercie grâce aux contributions des panélistes aujourd'hui sur tous les panels. Merci de cette participation. Celle de mobiliser et de former la nouvelle génération aussi de jeunes qui s'intéressent aux questions de sécurité internationale. Je pense que c'est un succès, une très belle participation ici qui fait suite à l'école d'été aussi qui a été organisée dans les derniers jours avec la partie étudiante. Et enfin, sur l'objectif de créer ces ponts, ces dialogues donc entre les différentes communautés qui s'intéressent aux questions de sécurité internationale, bien sûr les universitaires qui nous ont apporté, qui sont sortis de leur tour d'ivoire pour nous apporter leur contribution, leur expertise nichée, mais mise ensemble qui offre des éclairages vraiment intéressants, mais aussi la participation de praticiens d'expérience qui nous offrent vraiment la réalité sur le terrain qu'ils voient est très enrichissante. La participation de journalistes également que je remercie ici pour participer à cet éclairage du débat public. Je sais que vous êtes tous impatients de rentrer chez vous, mais je veux quand même essayer de faire une petite synthèse quand même des éléments qui ont été dits aujourd'hui. Je pense qu'ils méritent notre attention. On a commencé la journée avec les propos de l'ambassadrice Galadza qui disait quelque chose qui est tout à fait juste, c'est-à-dire le besoin au Canada de mieux articuler nos intérêts de sécurité, nos intérêts nationaux de manière générale, incluant ceux de sécurité, mais aussi au-delà. Ça peut paraître cliché parce que dans d'autres pays, cette réflexion-là est peut-être déjà bien entamée, mais ici au Canada, ça ne semble pas être quelque chose qu'on est habitué de faire et c'est grâce à ces événements-là, je pense, qui nous permettent d'éclairer la discussion. Elle a été un peu plus elle a moins élaboré sur quels sont ces intérêts-là. Elle a mentionné notamment le fait que c'est dans l'intérêt du Canada que la Russie échoue dans son invasion de l'Ukraine. Et c'est tout à fait juste, notamment parce que cette invasion-là remet en question les deux éléments sur lesquels on s'est creusé la tête aujourd'hui, c'est-à-dire ces institutions internationales et ces normes, donc avec la violation de la norme de la non-intervention, mais également la démocratie qui est menacée, donc qui est même l'une des menaces principales qui, selon certains, explique la motivation russe de l'envahir. Évidemment, ensuite, face à ça, on peut réfléchir aux intérêts canadiens dans ce contexte-là, à la contribution que peut apporter le Canada et la question que je lui ai posée, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec 320 millions de dollars quand on veut faire échouer une économie de guerre comme la Russie qui est capable de se maintenir sur plusieurs années. Vous avez bien senti que je soulevais la critique de l'inadéquation des moyens qui sont donnés au Canada pour atteindre ces objectifs internationaux qui font de ce pays, je pense, un pays très peu stratégique. C'est-à-dire qu'il y a de la difficulté non seulement à définir ses intérêts, mais ensuite, une fois qu'ils sont définis et qu'ils sont articulés, peut-être tenter d'y arriver. Et effectivement, il faut travailler ensemble, mais il faut plus que ça. Et les deux grandes menaces sur lesquelles on s'est penché aujourd'hui vont aller du même ordre. Donc, la première, c'est cet affaiblissement, on pourrait dire même effondrement dans certains égards des institutions internationales clés qui sont pourtant au cœur
de la fondation de la politique étrangère canadienne dans les années 40. Que ce soit la création de l'ONU, la création de l'OTAN et la création du NORAD, qui est arrivée quelques années plus tard, mais qui avait déjà commencé à exister dès 1947, c'est fondamental. Et c'est ces institutions-là sur lesquelles on est revenu ce matin qui sont les plus grandement menacées par l'ordre dans lequel on est aujourd'hui et qui peuvent être encore, dont l'effondrement peut être accéléré avec l'élection de Donald Trump. Et pourtant, ce sentiment d'urgence-là, de l'effondrement des piliers de notre politique étrangère, ne semble pas avoir autant d'effet à Ottawa, juste ici. Donc à NDHQ et au bureau du premier ministre un peu plus loin ici sur Langevin, que peut-être dans cette salle. Et ça, pour moi, ça me préoccupe. Le fait qu'il y a des initiatives qui sont mises de l'avant, par exemple, pour, on pourrait dire, Trump-proofer l'OTAN, sont tout à fait justes, mais ne sont pas menées par le Canada, qui en a pourtant le plus à retirer comme bénéfice de ne pas être pris dans... Le pire qu'on pouvait imaginer à la fin des années 40, c'était d'être pris avec les États-Unis dans ce monde nouveau dans lequel on s'établissait. Et c'est là où on s'en va, malheureusement. Avec le NORAD, qui, pour certains, qui a créé le débat. Est-ce que c'est une institution solide grâce à sa structure binationale ou c'est une structure qui est fragile si Donald Trump apprend qu'elle existe et que l'on ne paie pas la proportion à laquelle on bénéficie? C'est un débat qu'on va voir. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est à l'agenda, mais qui peut devenir à l'agenda s'il y a d'autres ballons chinois qui commencent à circuler au-dessus du territoire aérien canadien, pourrait certainement susciter l'attention de Washington. L'ONU, on a travaillé, s'est penché beaucoup sur l'ONU, donc ces institutions qui sont éclatées, cette organisation-là qui est fondement de cet ordre international libéral sur lequel qui est supposé être le fondement du Canada, mais qui est menacé par cette question de deux poids, deux mesures ou de double standard, de la position du Canada qui a pris du temps sur Gaza à évoluer et à adopter cette diplomatie de principe sur laquelle on devrait s'appuyer pour dénoncer la non-intervention dans un cas, mais pas dans l'autre, l'occupation dans un, mais pas dans l'autre. C'était la même chose avec l'intervention américaine de l'Irak, qui a violé aussi les normes internationales de souveraineté, mais qui n'a pas suscité autant de remises en question. Donc, il y a beaucoup de difficultés à soutenir un ordre si ça varie selon qui commet les crimes et selon nos réactions. Et le deuxième risque, qui est encore plus grand, je dirais, c'est celui qui menace les institutions démocratiques, qui sont soulevées par l'élection potentielle d'une deuxième administration Trump, qui a été bien discutée au deuxième panel, qui est un socle de la force de nos sociétés, mais qui est aussi sa plus grande vulnérabilité, parce qu'elle est poreuse, parce qu'elle est susceptible d'influence par des agences étrangères, mais aussi par de la population interne, qui nous rendent plus vulnérables. Et l'étude que Jean-Christophe présentait, qui dit qu'essentiellement les populations les plus vulnérables au Canada sont ces jeunes conservateurs non éduqués, suscite pour moi des grandes préoccupations, dans la mesure où la solution passe de deux ordres, donc il faut mieux éduquer, la politique d'éducation, ce qui n'est pas une compétence fédérale et qui ne semble pas être non plus quelque chose qui est mis de l'avant de manière très grande pour permettre l'esprit critique pour soutenir ceci. Ce n'est pas à l'agenda autant, alors que c'est pourtant dans les solutions à mettre de l'avant. Et l'autre, c'est parce que si c'est au sein des partisans d'un parti en particulier qui sont une menace à la démocratie canadienne potentielle, bien, ça retombe sur ce parti-là à essayer de limiter les dégâts. Et donc, ça revient au futur premier ministre du Canada, Pierre Poilievre, de tenter de minimiser ou de limiter l'impact que ces jeunes électeurs qui vont voter pour lui et qu'il souhaite obtenir pour avoir sa majorité parlementaire, de limiter leur exposition à la désinformation qui est produite notamment aux États-Unis, avec cette frontière poreuse qui est celle de l'information et qui peut amener une division accrue de notre société, qui peut amener l'accélération de cette ère de post-vérité où on va débattre. Ça sera difficile d'avoir un esprit éclairé et un esprit critique si on débat de qu'est-ce qu'un fait, des fondements même d'une discussion rationnelle entre deux personnes. Alors, je pense que c'est extrêmement préoccupant. Cette remise en question de la confiance également des Canadiens envers leurs institutions, je pense, est très préoccupante. Et je suis désolé de terminer sur des notes pessimistes. Moi, je suis dans le camp pessimiste parce que pour quelqu'un qui étudie la politique de défense, je préfère de loin être prêt à quelque chose qui n'arrivera jamais que de ne pas être prêt pour quelque chose qui arrive.
Je pense que c'est notre devoir, peu importe notre statut, que ce soit d'être professeur, d'être étudiant, d'être journaliste, d'être praticien au gouvernement, aux affaires étrangères ou au ministère de la Défense nationale, de faire notre part pour participer à ce débat-là, à la diffusion de ces idées-là, puis à rendre notre pays plus résilient face à ces menaces qui, je pense, sont extrêmement préoccupantes. Mais, en attendant, nous aurons la chance de continuer la discussion, peut-être d'un débat moins pessimiste ou moins lourd autour d'un verre. Vous allez être tous invités, toutes et tous invités à prendre un cocktail à l'hôtel Novotel à partir de 17 h. Tout le monde ici dans la salle est invité à vous joindre à nous pour poursuivre la discussion. Mais avant, je tiens, et d'ailleurs qui est soutenu par la Faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM, que je remercie de soutenir ce cocktail qui nous sera offert à partir de 17 h. Mais avant de terminer, je veux encore une fois prendre le temps de remercier l'équipe organisatrice de cet événement qui est un franc succès, notamment donc Marie-Pierre que l'on a souligné ce matin, mais également Tanina, Maouche également, Émile Lambert également, Maureen Bartram, Brian Altman également, le CDSN aussi pour son soutien pour cet événement. Vraiment, un grand merci à toutes et tous qui avaient fait de cet événement un grand succès et au plaisir de poursuivre la discussion à 17 h au Novotel avec vous. Merci.